Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde de l'après-midi queer qui a pour thème la société queer, le jour et la nuit. J'ai avec moi trois merveilleux et merveilleuses intervenants et intervenantes qui vont exprimer leur avis sur du coup l'évolution de la société queer lyonnaise de ces derniers temps. Voilà, donc je vais les laisser se présenter. Moi du coup c'est Cher. C'est Lady Hippolyta, je suis drag queen, je suis pas une vraie femme, à Lyon depuis cette année. Je me suis installé en septembre et je suis aussi co-secrétaire de l'association queer de l'ENS de Lyon, c'est l'Arc-en-Ciel. Et donc j'ai un peu la double casquette justement de la société queer jour et nuit, à savoir que je peux parler de la société queer nocturne, mais seulement depuis cette année parce que j'ai pas forcément vu ces évolutions plus anciennes, et du milieu militant radical queer qui est très associatif à Lyon, on va le voir, on va en parler un peu. Alors moi je suis Célia, je fais partie des Déracinés. C'est un collectif queer, féministe et antiraciste. Je suis afroféministe aussi, je travaille avec les collectifs Sochi, qui est le collectif afroféministe de la ville, ainsi que les Méduses, qui sont une association queer underground responsable de la Pride de nuit. Donc le milieu lyonnais, je le connais depuis seulement 4 ans. À la base, je viens du continent américain, on va dire en général. Et donc c'est réellement, j'ai une vision neuve sur non seulement le milieu lyonnais et français en général. Moi, Stéphane Caruana, je suis directeur de la publication d'Hétéroclite, qui est un média LGBT mensuel gratuit LGBT à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, qui existe depuis 12 ans. Donc j'ai un ancrage plus grand, puis je suis lyonnais en plus, donc je suis né à Lyon et j'ai toujours vécu à Lyon. Donc j'aurai une vision plus ancienne, je suis plus vieux aussi, donc j'aurai une vision plus ancienne de la vie, de l'évolution de la vie LGBT et queer lyonnaise. Très bien. Eh bien, Lady Hippolyta, je te laisse commencer sur comment tu as vécu les récentes évolutions de la société queer lyonnaise. Du coup, ce qu'on disait tout à l'heure et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à Lyon cette année, il me semble. On a eu la première Pride de nuit, Pride donc plus militante que la Pride normée et devenue traditionnelle, qui est la Pride de jour, en réaction à des agressions transphobes, parce que aussi les agressions ont augmenté cette année. Et j'ai l'impression que face peut-être à la lenteur, on pourra peut-être voir avec la lenteur des évolutions sur les dernières années, il se passe quelque chose dans le milieu underground queer cette année, à savoir qu'il y a une exigence de radicalité, une exigence de progression. Donc il y a eu cette Pride de nuit et il s'agit aussi dans le milieu festif de pouvoir lancer des soirées un peu alternatives aux trucs qui sont connus à Lyon, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, pour essayer de voir, essayer de faire avancer les choses vers une société queer est tout aussi gaie et fabuleuse que celle qu'on connaît, mais qui intègre les questions militantes qui ont été ignorées pendant assez longtemps, il me semble, à Lyon, qui est une ville de tradition plutôt de droite. Je ne prononcerai pas le mot fasciste, mais je l'aurais prononcé quand même sans faire exprès. Voilà. Oups. Donc je rejoins Lady Hippolyta sur le fait qu'on a... En fait, on a une accélération, j'ai envie de dire, lyonnaise, nationale et mondiale, vu que... en fait, la ville de Lyon, quand j'ai débarqué, j'ai compris que la ville de Lyon était, je ne vais pas dire fasciste, mais elle est fasciste quand même, un petit peu, vu qu'il y a littéralement un quartier avec ce qu'on appelle des néo-nazis pour moi. Et c'est la première fois que je débarque dans une ville où il y a un quartier avec des néo-nazis, des gens qui sont racistes, homophobes, transphobes ouvertement, et que en fait les gens dans la ville ont laissé faire. Mais que c'était par peur, ou par complaisance, je ne sais pas, mais disons que j'aime pas trop les nazis, ça se voit sur ma tête qu'ils m'aiment pas non plus, on va dire. Mais je pense qu'à cause du ras-le-bol qu'il y a des agressions qui ont augmenté depuis les changements politiques français, mondiaux, régionaux, il y a eu réellement un ras-le-bol immédiat, et le fait que beaucoup de personnes ne se retrouvaient pas dans les associations, disons, standardisées, qui voulaient être LGBT, mais qui ne voulaient pas mettre des notions politiques dedans, qui voulaient avoir l'apparence LGBT parce que être intolérant, c'est mal, genre réellement une question morale, pas de question politique. Les gens en ont peut-être eu marre et ont commencé à finalement fonder leurs propres associations.
dans l'optique, si on n'a rien fait pour nous, ben on va le faire nous-mêmes. Laissez-nous agir, comme on dit. Et surtout, récemment, il y a eu non seulement cette accélération de radicalité, mais en fait ce qu'on appelle les croisements et les convergences, les soi-disant convergences des luttes qui ne fonctionnaient pas réellement, parce qu'on va se dire et tout, on converge certains types de luttes de gauche, antiracisme et LGBT-phobie, mais des fois juste parce que c'est moral. C'est parce que ce n'est pas bien d'être raciste, ce n'est pas bien d'être LGBT-phobe, ce n'est pas bien d'être sexiste. Mais après, il n'y a rien derrière. Et en fait, je trouve que ce stagnement général a réellement permis de faire une accélération. Après, c'est surtout parce qu'il y a eu de nouvelles générations de militants qui étaient mieux formés, des gens qui ont été formés par Internet, qui pouvaient facilement se rencontrer, se recruter, mettre leur possession intellectuelle et physique en commun pour mieux lutter. Okay. Moi, je pense que c'est vraiment une question de génération. Merci. Et Stéphane? Oui, en effet, là où je rejoins Célia, c'est que sur ces dernières années, il y a de nouvelles associations qui sont créées, il y a des nouvelles problématiques qui ont été mises sur le devant de la scène LGBT lyonnaise qui n'existaient pas avant. Pour le coup, on est quand même dans une période assez faste à Lyon sur la question LGBT, parce que pendant longtemps, il n'y a quand même pas eu grand-chose et ça a vraiment stagné pendant très longtemps. Donc là, on est dans une phase d'accélération réelle, de nouvelles problématiques portées sur la place publique. Et ça vient sans doute du fait qu'il y a aussi des gens neufs qui arrivent à Lyon. Enfin, beaucoup, il y a quand même un grand brassage de population. Il y a les universités, l'ENS qui apportent quand même aussi de nouvelles personnes tous les ans qui viennent s'installer dans la ville. Et donc je pense que ça contribue à faire évoluer les différentes questions, les différentes problématiques. Ok, et j'aimerais creuser un petit point que tu as abordé, du coup Célia, sur justement l'existence du Vieux-Lyon, qui est reconnu maintenant comme un quartier fasciste lyonnais, et toute cette problématique autour de la Gay Pride et de son parcours. Et j'aimerais un peu vous entendre sur comment vous vivez le fait d'être dans une ville avec l'existence de ce quartier et comment le milieu militant queer s'adapte à cette problématique du coup. Lydie Polita, je te donne la parole. C'est-à-dire que alors moi je suis là depuis septembre, le Vieux-Lyon, j'y suis allé 2 fois quand je faisais un peu du tourisme au début quoi. C'est pas un endroit où je sors en fait. J'ai strictement aucun intérêt à aller là-bas et je pense que c'est le cas pour toute personne qui se visibilise elle-même comme queer quoi. À la limite, on me regarde avec le sourire, au mieux j'entends les insultes une fois que je suis passé quoi. Je parle même d'être en drague, en garçon quoi. Donc c'est un lieu où on n'est pas accepté évidemment. Est-ce que c'est un drame pour autant? On fait avec, on sort ailleurs. Justement le quartier de Gerland, c'est ici qu'il y a la commune, c'est ici qu'il y a le sucre. Donc il y a des endroits pour sortir. Mais je trouve qu'on compose avec. Par contre, le fait que la Gay Pride y passe cette année, ça indique implicitement que oui, on est en train de peut-être se solidariser assez au niveau des assos, parce que c'est surtout les assos qui font ça, pour trouver le courage de dénoncer la chose et d'essayer d'aller provoquer un peu des réactions. Parce que pendant la Pride de nuit, quand on passait côté d'hôtel de ville, il y avait des seaux d'eau qui nous tombaient sur la gueule pendant qu'on marchait. Donc le violon, je suis prêt au pire là. Mais voilà. Alors, une petite pause, je vais juste vous demander de parler un petit peu plus fort, parce que j'imagine que les gens du fond n'entendent pas très très bien. Il y a des micros? Ah, il y a des micros. Petite pause technique. Et tu vas inaugurer le micro, très cher. Je vais laisser Célia s'exprimer sur la problématique du coup du Vieux-Lyon et du parcours de la Gay Pride avec ce petit micro. Alors, le parcours de la Gay Pride, ça a été une lutte en fait, ça a réellement été une lutte intensive puisque, comme on a dit, littéralement la ville ne faisait rien contre les fachos et le seul mouvement de masse réellement qui pouvait s'opposer à l'hégémonie
les gens d'extrême droite dans le Vieux-Lyon, c'est la Pride, parce que c'est un rassemblement populaire important. C'est un rassemblement populaire important, c'est un rassemblement populaire médiatique. Et le fait que, avouer qu'il y a des problèmes dans le Vieux-Lyon en faisant passer la Pride par le Vieux-Lyon pour s'opposer, c'est l'idéal. Parce que soyons honnêtes, même si les Prides sont devenus des événements internationaux en Occident, qui sont, disons, rentrés dans le droit commun, qui sont très communs. Tout le monde va à la Pride, c'est festif. Il ne faut pas oublier que les Prides sont politiques avant tout. Les Prides sont originaires d'émeutes à Stonewall, d'émeutes par des gens extrêmement minorisés et oppressés, c'est-à-dire des femmes trans de couleur, une latino-américaine chicanos, donc à moitié native amérindienne, et l'autre qui est une femme noire, Marsha Pittenson et Sylvia Rivera, qui ont réussi en fait à nous donner des droits. Finalement, on a des droits parce que des gens se sont sacrifiés, des gens ont fait un forcing littéralement, et le problème c'est que ces droits sont en danger. Ces droits sont littéralement en danger. C'est pas parce que maintenant on peut tranquillement se promener, c'est pas parce que maintenant on peut tranquillement ne plus finir en prison ou dans un asile, parce que l'homosexualité était considérée comme une part mentale, que nos droits ne vont pas être enlevés. C'est un fait. Et la Pride, en fait, il y a plus de 12 000 personnes chaque année qui vont à la Pride. 12 000 personnes pour montrer qu'on est contre cette intolérance, ce racisme systémique, cette homophobie systémique, parce que c'est la société qui est comme ça, ce ne sont pas les gens, et des gens se lèvent pour s'opposer, 12 000 personnes. C'est extrêmement important pour prouver que l'extrémisme de droite n'a pas sa place dans la vie. Et, pardon, je vais juste... c'est très intéressant ce que tu dis par rapport aux origines de la Gay Pride, que je pense on a un petit peu oublié aujourd'hui. Et je trouve que le symbole est d'autant plus fort par rapport au parcours, enfin le fait que le parcours de la Gay Pride ait été refusé, le passage a été refusé dans le Vieux-Lyon par rapport aux origines de la Gay Pride et à la nature du Vieux-Lyon. Je trouve que là c'est intéressant. Du coup je vais laisser Stéphane parler sur ce point. Oui, en effet, c'est une bonne chose que le parcours de la Pride puisse repasser par le Lyon et qu'on puisse se réapproprier ce quartier de Lyon, parce que c'était pas normal de le laisser comme ça à l'abandon. Mais je pense que c'est quand même à double tranchant. Enfin, c'est certes une victoire des associations qui ont fait pression, mais dernièrement, le tribunal administratif avait rendu son jugement pour l'année dernière et avait donné raison à la préfecture sur le fait de ne pas faire passer la Pride par le Vieux-Lyon. Donc en fait, légalement, la préfecture était plutôt forte pour réitérer son refus et pas laisser passer la Gay Pride là-bas. Mais il y a eu tous les articles, un article dans Le Monde et différents reportages sur le Vieux-Lyon récemment qui ont fait passer Lyon pour la capitale de l'extrême droite. Et je pense que la ville n'a clairement pas apprécié cette publicité. Et le fait que la préfecture, tout de suite derrière, autorise le passage dans le Vieux-Lyon, c'est sûrement une réaction aussi à cette surmédiatisation des différents pôles d'extrême droite dans le Vieux-Lyon. C'est une bonne chose en soi, parce que finalement, au final, on se réapproprie le lieu et on y va, donc c'est quand même positif. Le seul bémol, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans son autorisation, la préfecture enjoint les organisateurs de la Gay Pride à faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs au sein du cortège qui provoqueraient des violences ou ce genre de choses. Genre des drag queens. Genre des drag queens. Donc ils ont peut-être peur peut-être de juin 69 justement, et des drag queens qui s'étaient battus contre la police. Mais voilà, donc il y a ce double tranchant où d'un coup il va falloir, en gros, les organisateurs, on demande aux organisateurs de fliquer les gens qui vont être dans la parade et bon, ça pose problème. Quoi. Donc voilà, on est sur une avancée, mais donc il va falloir, en tout cas il va falloir gérer cette avancée, quoi, et pas se laisser avoir par ce geste-là.
Merci. Et du coup, pour introduire un nouveau thème, on discutait tous les trois tout à l'heure des lieux festifs LGBTQ+ à Lyon et justement de problématiques qui entourent ces lieux ou cette absence de lieux. Et je vais laisser ici aussi les trois intervenants et intervenantes parler sur le sujet. Alors c'est pas forcément évident pour moi de parler des lieux vu que je suis pas là depuis très très longtemps. Ce qu'on a pu remarquer, et j'en parlais tout de suite, il y a le sucre à Lyon où il se passe des choses relativement queer, pas souvent assumées à 100% comme telles, mais il y a tous les 2 mois la soirée Garçons Sauvages, la prochaine ne se tiendra pas au sucre, mais les 2 dernières en tout cas s'y sont tenues, et si ce n'est plus. Et ça, évidemment, c'est pas dans le cœur de Lyon, quoi. C'est aux périphéries, à Gerland, là où il y a les étudiants, là où il y a la nouvelle génération qui porte les progrès militantistes. C'est la confluence. Ouais, voilà. Oui, confluence, enfin je parle de Gerland en général. On n'est plus à Gerland. On n'est plus à Gerland, enfin, on voit que je suis pas lyonnaise. Voilà. Mais en tout cas, c'est faisable à pied depuis Gerland. Et en revanche, ce que j'ai pu remarquer, c'est que donc les gens qui vont à cette soirée Garçons Sauvages, par exemple, qui est le rendez-vous attendu par les personnes queer à Lyon, en gros, c'est pas forcément le public qu'on pourrait espérer pour porter une nouvelle vague d'efforts militants. À savoir que la soirée, par exemple, est très chère, l'organisation s'en met plein les poches, et les gens qui peuvent se permettre de payer la place, je parle de celle pour la fin juin, là c'est à plus de 25 € quand même pour une soirée, c'est en fait certes des personnes queer, blanches et riches. Et c'est assez problématique parce que ça invisibilise en fait toutes les autres soirées. C'est le collectif Plus belle la nuit qui porte la soirée Garçons Sauvages, qui est associé au collectif des Dragons, qui est un peu la grande maison de drag queen de Lyon, peut-être la seule pour l'instant, qui du coup invisibilise au passage toutes les drag queens plus jeunes, plus militantes, plus performantes aussi, hein, il y a des choses, à Lyon. The shade. Et du coup, tous les lieux un peu alternatifs qui sont en train de se lancer sont pour l'instant assez invisibilisés, donc j'en profite pour faire la pub. Au Sonic par exemple, qui est évidemment plus petit que le sucre, qui n'est pas le transbordeur non plus, c'est une petite péniche sur les quais de Perrache. Il y a une soirée qui a commencé, on en est à la 3e édition en juillet là, qui s'appelle la Glam Against the Machine. Et par exemple, voilà, là-bas il y a des performances drag à chaque fois. Le milieu est quand même militant. C'est payant à hauteur de 2 €. Et je pense que c'est ce genre de lieux qui doivent attirer maintenant notre génération à nous. Je parle des gens de mon âge, mais évidemment de tous ceux qui se sentent l'esprit des gens de mon âge, c'est pas une question d'âge, mais d'ouverture d'esprit et surtout d'actualité du militantisme, à se renseigner sur ce genre de soirée, à pas se laisser avoir, à tomber seulement sur les trucs genre Pride de nuit et Garçons Sauvages. Certes c'est chouette, hein, on fait la fête, mais justement on fait la fête quoi. Est-ce qu'on a ce privilège de faire seulement la fête ? C'est la question qui se pose. Donc, personnellement, moi, je ne vais pas forcément dans, disons, les boîtes de nuit, type déclarées par la préfecture. Voilà, moi, déjà, j'aime pas les boîtes de nuit et tout, parce que ça pue, donc c'est pas ma passion dans la vie. Et en vrai, nous, on travaille dans les squats, littéralement les squats. Lyon est une ville qui a une grande culture des squats finalement, une culture très intéressante des squats. Et il ne faut pas oublier que c'est dans les squats qu'ont commencé les ballrooms. Donc les ballrooms qui étaient, pour résumer en gros, les ballrooms ça a commencé dans le Harlem vers la belle époque, les années 20 on va dire. Et c'était, donc Harlem c'est le quartier pauvre et donc qui était forcément avec que les minorités raciales principalement, et ensuite minorités sexuelles. Et ils ont commencé à se regrouper dans des grands hangars pour imiter les bals de la société viennoise, etc. Et ensuite, dans le futur, ça a donné les ballrooms qui ont créé les drag queens modernes, qui ont créé le voguing, qui ont créé les expressions qu'on regarde dans RuPaul Drag Race, par exemple. Oui, je regarde RuPaul Drag Race. Voilà. Est-ce que quelqu'un a vu le dernier épisode? Ça va, pas le surlendemain, pas le lendemain. Les squats à Lyon, du coup.
Je reviendrai de Drag Race après. En fait, les squats à Lyon, ils ont la particularité que comme c'est le milieu militant, c'est la notion d'autogestion. C'est réellement, si tu aides pour un truc, en échange, on va t'aider pour un truc, on te laisse le squat pour faire la fête et tout. Et avec les déracinés, les méduses et d'autres collectifs LGBT et LGBT friendly, on travaille dans les squats et en échange, ils nous laissent littéralement faire des soirées queer. On a fait des soirées spéciales queer réfugiés, on a fait des soirées voguing, etc. Et ça a réellement l'ambiance militante, la sécurité militante aussi, parce que soyons honnêtes, les soirées du sucre, garçons sauvages et tout, des fois il y a des gens que je dirais qui sont de gros relous en fait. Soyons honnêtes, il y a des gens qui sont de gros relous, mais qui sont là pour exploiter la culture queer. Parce que c'est joli. Tout le monde aime les paillettes, c'est grave joli les paillettes. Et c'est horrible par contre quand ça remonte à la bouche, mais bref. Mais soyons honnêtes, la culture queer, maintenant, elle est rentrée dans ce qu'on appelle le mainstream. C'est représenté, on sait c'est quoi les lettres du sigle LGBTI, c'est beau, mais on ne veut pas entendre les gens qui font cette culture. Parce qu'ils montrent qu'il y a des problèmes dans la société, il y a des problèmes avec les individus personnellement. Mais ils font quand même du bon divertissement. Donc on va exploiter ce divertissement. En fait, c'est un gros problème d'exploitation, je trouve, du fait de la nuit, en fait. C'est un problème d'exploitation et de non-reconnaissance. Je t'interromps ici. On va passer le micro à Stéphane. Oui, moi je vais faire un peu l'avocat du diable, je vais prendre la défense de Plus belle la nuit des dragons qui sont pas là, qui ne peuvent pas se défendre. Je suis pas sûr que l'association Plus belle la nuit s'en fout plein les poches. Mais en tout cas, ils ont commencé, pour le coup, ils ont commencé au Sonic, enfin, ils ont commencé même dans un bar du Vieux Lyon. J'ai oublié son nom, je crois qu'il n'existe plus. Et ensuite au Sonic, donc le fait que, en effet, les prix ont tout monté, certes, mais les soirées ont pris de l'ampleur aussi, donc, les deux sont sans bouclier. Et après, je ne sais pas si vous êtes plus performant que les Dragons parce que vous êtes plus jeune, mais il faudrait peut-être tenter une rencontre pour le vin. J'attends mes adversaires. Mais après, voilà. En effet, il se trouve qu'il y a certaines grandes soirées, enfin soirées très visibles, qui sont sur le devant de la scène et que tout le monde connaît parce qu'ils communiquent, parce qu'ils ont il y a des moyens derrière pour le faire. Mais il y a quand même des initiatives, je parlais de la gamme Against the Machine, il y a quand même des initiatives régulièrement dans des petits lieux qui offrent d'autres possibilités de faire la fête et de vivre la soirée, la nuit LGBT sans dépenser trop d'argent et en voyant des choses un peu atypiques qu'on ne voit pas ailleurs. Donc je pense qu'il y a un vrai équilibre. On est dans une grande ville, on ne peut pas se plaindre d'avoir des grandes soirées. Enfin, ça fait aussi partie de la vie lyonnaise, mais pour autant il y a quand même de la place pour d'autres initiatives. Donc je trouve qu'il y a un équilibre qui est plutôt pas mal. Juste pour éviter tout malentendu, les Dragons on leur doit tout. Enfin, je veux dire, non mais il n'y a rien d'autre sur le plan drag à Lyon, évidemment. Ils ont créé ce truc-là, c'est le premier collectif lyonnais. Je leur suis éminemment reconnaissante, quoi. Mais comme tu dis, c'est une question de place. Et que ce soit volontairement ou pas, il se trouve que c'est difficile de se faire une place pour l'instant quand on n'est pas forcément dans le collectif. Et c'est surtout dû à la culture lyonnaise aussi, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de lieux pour s'exprimer. Mais en l'occurrence, puisqu'il y a un grand truc et peu de lieux, bah, ça fait qu'on tourne autour des mêmes choses un peu en permanence. C'est pour ça que je dénonçais un peu la Garçon Sauvage, qui évidemment est la soirée où je préfère aller en fait. Je crache dessus, mais je danse comme une pute là-bas. Voilà, donc voilà. Là-dessus. J'aimerais revenir sur un petit point par rapport à l'évolution du milieu queer, de la société queer lyonnaise. Et c'est sur son tissu associatif, dont on a discuté tout à l'heure, et la particularité lyonnaise associative dans le milieu queer. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus dans vos expériences et ce que ça donne justement dans son évolution à Lyon. Voilà. Ok.
bien parler après, enfin, monsieur, Vas-y. Alors, donc le milieu associatif, on va dire officiel, nous, on travaillait avant au centre LGBT, qui est sur les pentes de Croix-Rousse techniquement. Et on a constaté que, donc, outre que ça ne nous correspondait pas, puisqu'on a une identité multiple, on n'est pas que LGBT. Par exemple, moi je suis noir, mais ça ne se voit pas en fait. On a remarqué en fait qu'il y avait ouvertement des gens qui étaient de droite. C'est comme l'a dit notre chère Lady, ils étaient blancs, riches, très beaux, donc outre le fait qu'ils soient LGBT, par ça ils s'en foutaient totalement des autres. Et on a découvert qu'il y avait parmi certaines personnes qui, on va dire, étaient genre gestionnaires du centre ou responsables ou je sais pas. Alors j'espère réellement que je ne vais pas avoir de problème à cause de ça, mais bref. Potentiellement, il y en a qui ont voté FN sans pression. Voilà, et c'est extrêmement problématique parce que c'est la preuve que, ouais, ils veulent que le centre existe, ils veulent qu'il y ait des discussions sur LGBT, mais des fois, tu as des discussions que sur une seule lettre, genre légal. Le reste des lettres, c'est une légende urbaine et tout. Et des restes des LGBT qui sont pas riches, et blancs et tout. Alors là, on est plus que des légendes urbaines. Franchement, on ne voit pas. On n'existe qu'aux États-Unis. On n'existe qu'à Broadway en fait. Et j'aime bien Broadway. Et non, mais c'est niveau milieu associatif qu'il y a réellement un problème de réflexion pour les autres. Parce que, en fait, quand on est dans un milieu associatif, pour moi, on doit penser aux autres, on va penser à soi, ne pas se détruire parce que c'est épuisant le milieu associatif, mais on doit penser aux autres. Les autres ne sont pas comme nous, ils n'ont pas les mêmes expériences, ils n'ont pas les mêmes ressources, des fois ils veulent aider, mais ils ne savent pas parce qu'ils ne sont pas universitaires, parce qu'ils ne savent pas bien parler, etc. Et des fois, le milieu associatif officiel ne nous donne pas la place. Ne donne pas la place. Moi, par exemple, en fait, je ne parle pas français très bien, et là, ça ne se voit pas. Je vous ai piégé. Mais très sincèrement, quand je suis arrivé ici, que j'ai voulu l'aider, je suis heurté à genre du mépris, teinté de racisme. Et ça, je suis habitué. Ouais, mais je te reprends le micro. Parce que du coup, je trouve que tu soulèves un point très intéressant là-dedans, et je pense qu'on est dans le cœur de notre sujet sur l'évolution de la société queer à Lyon. Justement, récemment avec la Pride de nuit, qui dénonce un peu, enfin même franchement, ces problèmes dans le milieu mainstream en fait, queer lyonnais. Et j'aimerais entendre vos avis sur les différentes initiatives qui sont mises en place, et notamment sur la Pride de nuit, si on peut un peu expliquer ce que c'est, et c'est très intéressant. Ouais, je trouve ça intéressant qu'on parle de la Pride de nuit parce que le sujet étant société queer jour et nuit, là du coup le 15 et le 16 on a le jour et la nuit de la société queer, la Pride de nuit le 15 et la Pride de jour le 16. Et si la Pride de nuit a été lancée, c'était le 11 mars si je ne me trompe pas de cette année, à l'initiative de milieux d'associations militantes, beaucoup plus que du centre LGBTI par exemple, c'est précisément parce qu'il manque quelque chose dans la Pride de jour telle qu'elle est, et dans les associations officielles telles qu'on vient d'en parler. Et en l'occurrence, c'était en réaction à des agressions de nature transphobe qui sont multipliées pendant notamment la nuit du Nouvel An et le mois de janvier, il me semble. Et donc la Pride de nuit, c'est la Pride militante, c'est la Pride radicale, et c'est la Pride qui, à mon sens, est la plus intéressante actuellement. Et donc c'était la première qui s'est passée à Lyon en mars, on fait la deuxième là, dans une semaine. Et j'espère tous vous y retrouver d'ailleurs, parce que le fait que ce soit la nuit, c'est symboliquement aussi très fort. Le milieu queer, c'est le milieu de la nuit, c'est le milieu qu'on ne voit pas, c'est le milieu de la fête certes, mais aussi de la violence qui l'accompagne. Il y a un très beau texte justement qui date des années Stonewall, le Queer Manifesto, qui dit être queer, c'est avoir quelque chose de la nuit. Et je pense que honnêtement, toutes les personnes qui vont faire la Pride uniquement de jour, je leur en veux de se revendiquer queer. Je vous le dis juste comme ça.
parce que c'est une forme de traîtrise à la cause qui est celle qu'on porte depuis Stonewall. Enfin, en l'occurrence, moi depuis un an, mais genre... mais voilà, c'est important vraiment, et faites ça. D'autant que la Pride de nuit, on parle de la Pride de jour qui passe dans le Vieux-Lyon, la Pride de nuit, à son échelle, essaie de reproduire le même type d'initiative. Dans le tracé, on passe à Guillotière, même si effectivement le quartier est moins chaud, et surtout depuis quelques temps, mais voilà, il y a quand même le même genre de tracé, de questions qui se posent, et surtout des vrais discours qui vont être lus, qui ont un sens militant éminemment important qu'il ne faudrait pas rater, honnêtement. Oui, plusieurs choses à dire. Mais non, en fait, parce que la question que ça soulève, c'est qu'on découvre en fait que oui, il y a des classes au sein des LGBT, donc forcément les LGBT riches et blancs n'ont pas les mêmes problématiques que les LGBT pauvres et noirs. Donc c'est intéressant justement que cette Pride de nuit existe, que des associations radicales fassent entendre leur voix et voilà, prennent racine à Lyon et puissent s'exprimer. Il ne faut pas oublier non plus que le centre LGBTI, c'est un outil, en fait. Et c'est les associations qui en sont membres qui élisent le bureau et qui font vivre ce centre. Donc je pense aussi qu'il y a peut-être un besoin d'une meilleure représentation des associations radicales au sein du centre LGBTI pour faire bouger les choses. Parce qu'en fait, ce centre LGBTI, on a la chance qu'il existe à Lyon. Il héberge un certain nombre d'associations, je ne sais pas combien il y en a quand même beaucoup. Et l'idée, c'est que s'il y a des problèmes au centre LGBTI, et visiblement certains ont été soulevés, il faut s'en saisir et investir au centre LGBTI et participer aux instances du centre LGBTI pour faire vivre cet outil différemment. Donc voilà, je pense que c'est bien qu'il y ait à la fois des initiatives comme la Pride de nuit qui voient le jour, et en même temps, il ne faut pas délaisser les vieux outils, mais au contraire, les investir et les prendre à le corps. Voilà. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Je voulais juste aussi parler en fait que la Pride de nuit, on le fait aussi contre le concept de l'homonationalisme. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour expliquer en gros, c'est littéralement une récupération des luttes LGBT à des fins xénophobes et racistes, en estimant que parce qu'on vient d'un pays genre du sud, un pays où il y a des gens non blancs, on est génétiquement raciste. Homophobe. Oh pardon. Je reprends. On est génétiquement homophobe, transphobe, etc. C'est littéralement ça en fait, c'est ce que par exemple le FN est en train de faire. Florian Philippot est homosexuel, sauf qu'il est au FN, et avec certains de ses collègues, on va dire, du FN, ils ont développé l'idée selon laquelle l'augmentation des agressions à caractère LGBT-phobe est due à l'arrivée massive de migrants. Et qu'elle est principalement dans les quartiers dits populaires. Qui vivent dans les quartiers populaires, les gens comme moi, littéralement, on nous accuse. En fait, on se sert en fait des LGBT à des fins xénophobes et racistes. Le gros problème, c'est que, comme je l'ai dit, etc., beaucoup LGBT riches blancs laissent faire ça. Parce qu'il y a un racisme latent dans la communauté LGBT. C'est très ironique parce que c'est oublié qui s'est battu pour les droits de la communauté LGBT. J'aime balancer des chèques. Enfin, bref, mais voilà quoi. C'est en fait... le gros problème, c'est qu'à chaque fois, en fait, quand on parle du racisme dans la communauté LGBT, on a en fait une réaction dite interpersonnelle et morale. C'est genre, moi je vais dans la rue, je vais aller voir une personne blanche, je vais dire t'es raciste, et la personne blanche et tout, elle va être outrée d'être raciste et va me convaincre que non, elle n'est pas raciste. En fait, la réaction logique à avoir, c'est en quoi t'es raciste potentiellement, parce que je le dis par défaut,
quand on est éduqué en Occident, quand on est né en Occident et on est une personne avec un physique occidental par défaut, c'est-à-dire caucasien, européen, on est éduqué en fait à ne pas voir les couleurs parce qu'on a le privilège de ne pas voir les couleurs, c'est-à-dire genre tout le monde est égaux, tout le monde est égal, tout le monde n'a aucun problème, c'est individuellement qu'il y a des problèmes. C'est là, non, c'est la société qui était comme ça, la société est horrible, la société est ce que tu veux. Et en fait, le gros problème, c'est que quand on a un statut privilégié, des fois qu'on a un statut privilégié, on ne veut pas genre, se défendre et sacrifier son statut privilégié. Et c'est compréhensible. Moi, j'ai un statut privilégié de classe. Si je suis ici en France et tout, c'est la preuve que je viens d'Amérique du Sud, c'est la preuve que ma famille, en fait, elle n'est pas comme les familles lambda, c'est-à-dire elle n'est pas trop pauvre, elle est éduquée, etc. Le fait que j'ai réussi à apprendre très bien le français, c'est la preuve que tout. Mais moi, j'abandonne, je mets mes privilèges au service des autres. Et le problème, c'est qu'en fait, des fois, très peu de personnes veulent travailler sur leurs privilèges. C'est ça être militant, c'est non seulement aider les autres, et aussi aider soi-même en étant une meilleure personne, en se disant, ouais, j'ai des privilèges, ouais, j'ai des avantages, je peux aider les gens, donc je vais le faire parce que ça me coûte rien dans la vie, quoi. Comme, ouais, les racistes, ils ont le luxe, c'est d'être raciste et tout. Et moi, en fait, comme je dis, je suis militant pour sauver ma peau. Parce que sinon, il y a des gens LGBT en France, blancs, peuvent vivre leur vie. Moi, je survis, littéralement. Je survis. C'est pas très rassurant ce que je dis. Est-ce que vous pouvez me donner à manger? Tu veux dire? Eh ben, ma foi, je pense qu'on a utilisé tout le temps de nos conversations entre nous. Ça va être le temps des questions. J'ai pas eu le temps de le développer assez, donc je te remercie de poser la question. Quand je parlais de la Pride de nuit, qu'on doit aux associations militantes, donc concrètement qui il y a derrière tout ça, et je pense qu'on pourra compléter mon propos si j'oublie des associations, mais c'est surtout autour des Méduses, qui est un collectif très récent qui s'est créé cette année, il me semble. En fait, voilà, en réaction à un collectif qui s'était dissous avant, si j'ai bien compris. Ouais, la Big Tape. Voilà, Big Tape. Alors j'étais pas là moi à l'époque, mais un collectif qui s'était dissous et qui donc reprend forme sous le nom des Méduses. Il y a aussi les Déracinés. Et voilà, donc là les Déracinés, je peux peut-être te laisser parler, mais je rajoute juste un mot avant de te laisser le micro. Et en coopération avec d'autres collectifs, notamment l'asso dont je suis à l'UNS de Lyon qui s'appelle Arc-en-Ciel. Et c'est quand même assez fabuleux qu'à Lyon, ville donc comme je disais de droite s'il en est, on puisse tomber dans des écoles parce que c'est justement là où il se passe les choses plus téméraires sur le plan associatif, que c'est dans une école comme l'ENS, pour le coup de culture de gauche certes, qu'on ait pu accéder à une association telle qu'Arc-en-Ciel qui prend à cœur des questions qui sont souvent délaissées par les associations queer en France, y compris à Paris, qu'on estimerait pourtant être le lieu où il y aurait le plus de choses. C'est-à-dire la question de la transphobie par exemple, qui est encore beaucoup ignorée. Vous savez que on parle encore de gay pride, gay ça veut dire pas lesbienne, pas bi, pas... c'est le cas la marche des fiertés. Donc tant mieux. À Londres par exemple, c'est Lesbian and Gay Pride. Donc on revient, si on dit ça, c'est que délibérément on a choisi d'exclure les autres, quoi. Donc ces questions-là sont portées par des associations telles que les Méduses, les Déracinés, sur la question de l'intersectionnalité, la question raciale. Et je suis très heureuse qu'à Lyon on puisse tomber sur des associations comme ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme en fait dans ce qui peut se passer, parce que je sens un changement s'amorcer cette année. Et on le doit beaucoup à ces associations-là et aux écoles et aux jeunes, en tout cas aux personnes qui sont prêtes à être jeunes dans leur tête. Donc voilà, je te laisse compléter sur les Déracinés parce que tu en parleras mieux. C'est juste pour dire que, en fait, parmi les personnes agressées, le 11 mars, c'était ça, il y avait une personne dite racisée. Et donc, on a voulu réellement ultra-radicaliser la Pride, réellement parler de toutes ces problématiques, parce que, comme je l'ai dit, en fait, les LGBT racisés sont
extrêmement invisibilisés, il n'existe pas ces légendes urbaines. Et surtout, en vrai, c'est les premiers victimes des agressions, les premiers et premières, et c'est surtout les premiers et premières à en mourir. Donc en fait, il y a le syndrome de l'urgence. C'est réellement une question de survie. C'est absolument pas rassurant ce que je fais l'ambiance, je suis ultra désolé. Bon, et bah, si on n'a pas d'interrogation, on va clore cette magnifique table ronde.